Alors, je vais me baser essentiellement pour suivre un peu avoir un petit schéma directeur des recommandations, puisqu'on a, en termes d'agenda, c'est assez agréable, en fait, pour parler d'insuffisance cardiaque, puisqu'on a deux fortes recommandations. Il y a les recommandations européennes qui ont été donc, publiées il y a maintenant 6 mois, et les recommandations américaines qui ont été publiées il y a un peu plus d'un mois. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de retrouver tous ces éléments. Alors, je vais essentiellement quand même utiliser les recommandations européennes avec cette table que vous connaissez sans doute et qui résume un peu l'ensemble des alternatives thérapeutiques qu'on a. Alors, c'est vrai plutôt pour l'insuffisance cardiaque à effet réduite. Et en bas à droite, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les recommandations, je vous ai rappelé le code couleur. Quand c'est vert, c'est une recommandation forte, dite de niveau 1, donc c'est vraiment il faut, sauf contre-indication. En jaune, c'est une recommandation moyenne, c'est on pourrait, on devrait. Et puis en orange, c'est une recommandation assez faible, et en rouge, il ne faut pas. Et vous voyez donc à gauche donc, de la diapositive le nombre quand même impressionnant d'alternatives thérapeutiques qui sont en vert et en jaune. C'est quand même extrêmement riche. Alors, je ne parlerai pas du traitement pharmacologique, juste pour le rappeler quand même que ce traitement pharmacologique repose maintenant sur 4 piliers, 4 classes thérapeutiques. Ça maintenant tout le monde le sait. Et Ahmed Bennis nous a donné quand même un certain nombre d'arguments pour penser que ça dépasse le simple, ça dépasse un peu le champ de l'insuffisance cardiaque à effet réduite. Et pourquoi pas prescrire ces 4 piliers pharmacologiques également sur l'ensemble de l'insuffisance cardiaque. On pourra toujours en rediscuter. Alors donc, je vais plutôt m'attacher à ce qu'il y a en dessous de cette première ligne pharmacologique. Alors, en me concentrant essentiellement sur les aspects non pharmacologiques, il y en a beaucoup. Donc, on va essayer d'évoquer, au moins donner quelques mots sur les prothèses rythmiques, sur la prise en charge de la fibrillation atriale de façon non pharmacologique, la prise en charge des valvulopathies, l'assistance mécanique dans l'insuffisance cardiaque avancée, et puis quelques mots sur la réadaptation et puis ce qu'on appelle la prise en charge multidisciplinaire qui est maintenant au cœur de la prise en charge des maladies chroniques, dont l'insuffisance cardiaque. Alors, les prothèses rythmiques, les dernières recommandations européennes ont un tout petit peu nuancé ce qui préexistait déjà et que vous connaissez sans doute. Pour ce qui est de la resynchronisation, on a une recommandation évidemment forte chez les patients qui ont une altération, qui ont une insuffisance cardiaque symptomatique, avec une altération de la FEVG, et qui ont un QRS élargi à type de bloc de branche gauche. Donc une recommandation très forte quand le QRS est supérieur à 150, et une recommandation un peu plus modeste, c'est la nuance qui est apportée, quand le QRS est un peu moins élargi, ou quand le bloc de branche n'est pas typiquement un bloc de branche gauche, et c'est basé sur ce type de sous-analyse qu'on a en bas, qui montre que le bénéfice de la resynchronisation n'apparaît qu'à partir de 130 millisecondes. Et dans les analyses en sous-groupe, on voit qu'en fait, le bénéfice n'est vraiment clair que quand le bloc de branche est gauche, de type gauche. Donc la resynchronisation, elle va être d'autant plus efficace, c'est quand même important quand on a des patients un petit peu limites ou quand on a des ressources de santé qui sont un peu limitées, de bien sélectionner les patients. Ça sera d'autant plus efficace que le bloc de branche est gauche et est large. Par ailleurs, quand on a une fibrillation atriale, ça n'a jamais été clairement démontré que la resynchronisation fonctionne. Donc c'est simplement des sous-analyses qui laissent penser quand même que ça doit fonctionner, sous réserve que la stimulation est acquise dans au moins, on va dire, sur l'ensemble des battements. Et donc ça suppose d'être capable d'avoir une stimulation permanente et donc d'avoir soit des traitements médicamenteux qui vont bloquer le nœud auriculo-ventriculaire, soit éventuellement d'ablater le nœud auriculo-ventriculaire. A l'inverse, pas de resynchronisation pour les QRS qui ne sont pas élargis, c'est clairement démontré. Et également, ça ne marche pas quand la FEVG n'est pas altérée. Et enfin, quand vous avez une indication de pacemaker conventionnel chez des patients qui ont une FEVG qui n'est pas strictement normale, maintenant il est recommandé de mettre d'emblée une resynchronisation et de ne pas attendre que la stimulation ventriculaire droite dégrade éventuellement la fraction d'éjection. Concernant le défibrillateur, la petite nuance qui était apportée par les guidelines européennes, qui n'a pas été reprise par les recommandations américaines, par exemple. Donc c'est vraiment une nuance, c'est que finalement, le défibrillateur a une efficacité qui semble plus modeste en cas de cardiomyopathie non ischémique, avec altération de la FEVG. C'est toujours la prévention primaire avec un défibrillateur, on l'a
On la donne uniquement en cas de FEVG à moins de 35%, que le patient soit ou pas symptomatique. Et c'est basé sur cette étude danoise, dont vous vous souvenez sans doute, qui était faite chez des patients qui avaient des cardiopathies non ischémiques ou ischémiques, et qui avait montré que finalement il n'y avait pas de bénéfice sur les cardiomyopathies non ischémiques, sauf éventuellement chez les sujets les plus jeunes. Donc cardiomyopathie non ischémique, et en France maintenant c'est plus de 50% des insuffisance cardiaque à effet réduite, on peut nuancer un peu l'indication du défibrillateur au-delà de 70 ans. La fibrillation atriale, il y a des choses qui sont connues depuis longtemps en dehors des traitements pharmacologiques, qui sont évidemment l'ablation de la fibrillation atriale. Et ce qui est intéressant dans les dernières recommandations, c'est que cette ablation de la fibrillation atriale, l'ablation des veines pulmonaires, est apparue de façon tout à fait nette. Donc ça, c'est l'algorithme de prise en charge classique, contrôle du rythme, contrôle de la fréquence cardiaque, avec souvent, jusque-là, on considérait que les deux étaient étaient relativement équivalents. Dans les dernières recommandations, penche nettement pour un contrôle du rythme, préférentiellement à un simple contrôle de la cadence ventriculaire, et notamment avec une recommandation de classe 2A, donc une bonne recommandation pour l'ablation des veines pulmonaires qu'on n'avait pas auparavant. Et c'est basé sur des études qui ont été publiées assez récemment, qui sont Castella, HF et Cabana. Alors ce n'est pas non plus un niveau d'évidence qui est incroyable, mais en tout cas ça donne des arguments pour penser que de maintenir le rythme le plus longtemps possible en cas d'altération de la FEVG, ça a sans doute un bénéfice. Alors, la dernière chose concernant cette ablation de la fibrillation atriale, qui est assez intéressante, puisque c'est des choses qui sont pour l'instant pas spécialement répandues, alors, ça apparaît dans les recommandations, tout en bas à gauche, avec une recommandation de classe 2B, donc une petite recommandation, mais avec une publication qui a été faite à peu près en même temps que les recommandations, donc ça n'a pas été tellement pris en compte, qui est l'étude APAF, CRT. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que chez les patients qui sont en fibrillation atriale mal contrôlée, avec de l'insuffisance cardiaque, que le QRS soit élargi ou pas, eh bien, il peut être intéressant de les stimuler avec une ablation du nœud ventriculaire d'emblée. Donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment sur la resynchronisation. Donc resynchronisation plus ablation du nœud atrioventriculaire chez les patients qui ont une fibrillation atriale un peu rapide et qui restent en insuffisance cardiaque semble intéressant. En tout cas, là, il y avait un bénéfice sur la mortalité. Les valvulopathies sévères, compliquées d'insuffisance cardiaque, il faut faire quelque chose, hein, c'est évident. Et évidemment, depuis quelques années, on a assisté à la révolution de la cardiologie dite structurelle, avec en première ligne le TAVI. Vous voyez que le TAVI, maintenant, c'est une recommandation de classe 1. Il y a pratiquement plus de débat chez les patients qui ont notamment une insuffisance cardiaque, qui sont fragiles. Quand ils ont un RAC serré, il faut leur mettre un TAVI, en sachant que la seule difficulté va être parfois de bien reconnaître le rétrécissement aortique serré chez des patients qui sont en bas débit. En cas de fuite mitrale secondaire, les recommandations viennent de positionner, donc depuis 2021, la place du MitraClip. Alors le MitraClip, c'est peut-être un petit peu plus marginal que le TAVI, mais c'est quand même la deuxième révolution de cette cardiologie structurelle, avec la possibilité d'avoir une correction au moins partielle de la fuite mitrale par la mise en place de ce petit clip par voie percutanée. Et c'est notamment basé sur l'étude COAPT. Il y a deux gros essais randomisés. C'est l'essai MITRA-FR français, avec un résultat plutôt neutre, et l'essai américain COAPT, qui avait montré par contre un bénéfice tout à fait fort. Et ce bénéfice a été repris dans les recommandations, puisque maintenant, vous voyez que la mise en place d'un MitraClip est une recommandation de classe 2A, alors que la chirurgie, à la limite, vaut mieux l'oublier très clairement dans ces recommandations-là. Alors évidemment, on ne va pas mettre des MitraClip à toutes les fuites mitrales, donc il va falloir sélectionner les patients. Ça devient maintenant un petit peu plus compliqué. Donc bien sélectionner les patients, que la fuite mitrale soit réellement sévère avec des ventricules gauches qui ne soient pas trop altérés. Ça va déborder un petit peu du topo, donc on n'en parlera pas plus. Mais la seule question qui va se poser, c'est de bien sélectionner les patients, que ce soit pour les TAVI ou les MitraClip. L'insuffisance cardiaque avancée. Alors qu'est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque avancée, qui est un terme qu'on emploie finalement assez peu, en tout cas en France. En gros, c'est l'insuffisance cardiaque terminale. Alors, la première chose, l'insuffisance cardiaque finit toujours par mourir, évidemment, on finit toujours tous par mourir. L'idée, c'est quand même de mourir le plus tard possible. Et l'insuffisance cardiaque avancée, l'intérêt, c'est déjà d'être capable de la repérer.
Et on se rend très bien compte dans tous les registres ou dans notre pratique de tout un chacun qu'au bout du compte, souvent, on néglige un peu ces patients qui petit à petit dévissent et vont de plus en plus loin vers la fin de leur histoire naturelle. Donc la première chose, c'est d'être capable de repérer correctement l'insuffisance cardiaque avancée. Et je vous ai mis simplement cette diapositive. Il y a un acronyme qui est assez intéressant, qui va être un peu compliqué à retenir par cœur, mais qu'on peut mettre dans un petit coin de ces petites notes, qui s'appelle I Need Help, et qui reprend, donc ça fait, j'ai oublié les comptes avant, qui reprend 9 critères qui sont des red flags. On parlait tout à l'heure des red flags pour l'amylose, et là qui vont être des red flags pour évoquer une insuffisance cardiaque avancée. Et quand on évoque une insuffisance cardiaque avancée, il faut se poser des questions. Et typiquement, c'est là où on a besoin de centres de référence, des centres experts qui peuvent discuter des différentes options qu'on peut mettre en place chez ces patients en phase pré-terminale, ou en tout cas qui commencent à aller très mal. Et dans ces options, et ce qui apparaît dans les dernières recommandations 2021 qui n'existaient pas avant, c'est la place qui devient maintenant tout à fait officielle, entre guillemets, des systèmes d'assistance mécanique, que ce soit de l'assistance mécanique tout à fait transitoire comme les ECMO, qui sont des CEC artério-veineuses, ou des systèmes implantables intrathoraciques qu'on appelle les LVAD, avec des recommandations de classe 2A. On ne développera pas plus, mais clairement, il y a eu un progrès technique très important qui a été fait dans ces systèmes d'assistance et qui les rendent maintenant à un niveau de fiabilité qui commence à devenir très intéressant. Dernière chose, puisqu'on se rapproche de la fin, donc on a parlé de beaucoup de systèmes plus ou moins sophistiqués. Il reste quand même des choses assez basiques dans la prise en charge non pharmacologique de l'insuffisance cardiaque, alors qui sont peut-être malheureusement toujours mises un peu en bas de ces algorithmes, qui sont d'une part la réadaptation à l'effort, et d'autre part ce qu'on appelle la prise en charge multidisciplinaire. La réadaptation à l'effort existe depuis très longtemps. En France, on sait que seulement 5% des patients à insuffisance cardiaque bénéficient d'une réadaptation à l'effort, alors que c'est quand même un peu moins coûteux que certains traitements ou certains systèmes. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas si facile que ça à mettre en place pour un certain nombre de patients. C'est très utile, même si le bénéfice sur la mortalité n'a pas été clairement mis en évidence. Par contre, le bénéfice sur la qualité de vie est très clairement démontré. Là, je vous ai mis la dernière très belle étude randomisée qui a été publiée l'année dernière, qui s'appelle REHAB, et qui est assez amusante, qui démarrait la réadaptation chez des patients hospitalisés. Tout à l'heure, Ahmed Benis parlait de la mise en place de certains traitements chez les patients qui étaient encore hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë. Là, c'était la mise en place de la réadaptation dès que le patient n'avait plus de l'Avilix intraveineux, et avec un bénéfice très, quand même assez impressionnant dans les mois qui suivaient chez ces patients, bien sûr s'il y avait une pérennité de la réadaptation au cours de la phase hospitalière. Un mot concernant le régime sans sel, ou hyposodé du moins. On a tous appris qu'il fallait éviter le sel dans l'insuffisance cardiaque, et classiquement, on leur préconise un régime faiblement salé, entre 4 et 6 grammes. Pas de niveau de preuve. On a enfin une étude qui a été présentée il y a quelques mois, qui est l'étude Sodium-HF, et qui a randomisé 2 stratégies, soit un régime hyposodé classique avec nos conseils habituels, soit un régime hyposodé plus strict, avec, à la résultante, on avait soit 1,6 g versus 2,1 g de sodium. 2,1 g de sodium, ça correspond à peu près à 4 g, enfin 5 g de sel, qui est le régime habituel. Qu'est-ce qu'on voit? Pas de différence entre les deux. Donc le régime fortement hyposodé n'a pas de bénéfice. Dernière diapositive avant de conclure, c'est, vous voyez qu'il y a un nombre d'alternatives thérapeutiques qui est quand même assez impressionnant. Alors, qui dit autant de stratégies thérapeutiques dit qu'il va falloir mettre en place une façon de les aborder, une façon de les suivre et une façon d'y réfléchir. Donc, réfléchir sur le parcours de soins. Le parcours de soins, il a pour but d'accompagner le patient tout au long de sa maladie, de l'accompagner notamment à la sortie de l'hospitalisation après une décompensation, mais également ensuite. Alors, il y a plein de façons. Le parcours de soins doit être défini en fonction des ressources que chaque pays a. Alors ça peut être la mise en avant, par exemple, des infirmières à domicile, ça peut être la mise en avant éventuellement des pharmacies. L'éducation thérapeutique a une place évidemment centrale, on a aussi évoqué la réadaptation cardiaque. Et il y a 2 outils tout à fait récents et intéressants qui sont aussi à mettre en avant, qui sont d'une part la télésurveillance. La télésurveillance commence à avoir un niveau de preuve
qui la rend assez intéressant. Et par exemple, je vais bientôt conclure, et par exemple en France, la télésurveillance va être maintenant remboursée dans le droit commun à partir du mois d'août. Et le deuxième élément important, c'est de pousser les infirmières pour avoir une prise en charge beaucoup plus active dans l'insuffisance cardiaque, soit par le biais de protocoles de coopération, soit par ce qu'on appelle en France les infirmières de pratique avancée, qui pourraient nous soulager beaucoup. Donc voilà, donc, deux messages clés, un seul en vérité. Donc on voit bien qu'il y a une alternative, une palette de stratégies thérapeutiques qui est très impressionnante. Donc en fait, le message important sur lequel je suis allé un peu vite à la fin, c'est que tout ça va nécessiter une réflexion sur une prise en charge dédiée, avec probablement des centres, des médecins référents pour une maladie qui commence à devenir complexe dans sa prise en charge, et une réflexion sur des parcours de soins qui soient adaptés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Lojard, pour ce tour d'horizon exhaustif sur les traitements non médicamenteux de l'insuffisance cardiaque.